Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row. And it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh, dearie me, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales and Morbidelli. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 68 de C'est qui en pôle. On va débriefer cette saison 2019 avec deux invités aujourd'hui. Qui veut commencer ? Olivier qui est sur son téléphone. Comment ça va ? J'étais en train de regarder le script. Bonjour à tous. Bonne année aussi. Ouais, c'est le premier épisode de l'année. Et pour une première fois au micro, Stéphane. Comment ça va ? Bonjour à tous, ça va ? Très bien. Ouais, on s'était croisés à Manicourt où pour le on avait vu Superbike. ton bel objectif. Oh mon Dieu, mais Gros objectif. un fort diamètre. Ça part fort, évidemment. Et une belle focale. Évidemment, Steph. Elle a Ouais, moi tu sais. Hein. dès qu'il J'ai s'agit de toujours à dire des des conneries, faire des blagues graveleuses, c'est pour Bibi. Et Pierre. Oui, bonjour tout le monde et bonne année. Ouais. Pierre, tu termines la présentation de Ducati du coup hier. Non, toujours pas. Oh, y a du noir, y a du j'ai noir, rêvé de la livrée, j'ai rêvé du nouveau surnom de Dovizioso qui est sur son cuir, C'est etc. quoi ça ? J'ai raté. Il C'est s'appelle plus plus Desmo Desmodovi. Oh. Il s'appelle juste Dovi. Non, Ah, il a dit j'ai un trou de mémoire. HRC Dovi. Poulidor, il s'appelle. Non, il est intrépide maintenant. Intrépide. C'est le voilà. mot que je cherchais. Ça refera des petits shirts pour renouveler la garde de Je pense que c'est ça à la base. pour Noël prochain. Oui. Non, mais bon, il y en a qui ont changé de numéro pour gagner. C'est vrai. Et ça a marché. Ça a marché, pas je de pas. course. On va parler du numéro 68 rapidement, Pierre. Ouais, numéro 68 comme un célèbre Colombien, donc Yoni Hernandez, Colombien donc. né à Medellín. Célèbre ville connue pour ses plages de sable blanc. Et son cartel. Mais le sable est Très blanc. fin, le sable est très fin. Il finit plutôt dans les narines qu'à la mer. Donc Yoni qui commence la compétition à l'âge de 13 ans en motocross, donc il remporte les titres nationaux chez lui en 2003-2005. Il va partir en Europe pour faire ses classes et en 2008 il débarque en Espagne et il fera 4e du CEV Supersport en 2009. Ça lui ouvre les portes du Moto2. Il y reste 2 ans avec comme meilleur résultat une 6e place en Allemagne et à Valence en 2011. 2012, il monte en MotoGP sur une CRT Aprilia. Il fera une 9e place à Indianapolis. Et en 2013, il finira notamment la saison chez Pramac en remplacement de Ben Spies. Il s'était fait écarter, il me semble. Ben Spies, il était blessé. Ouais. Il s'était blessé à l'époque. Il reste sur des Ducati Pramac de 2014 à 2016, puis chez Aspar. Il fera une 7e place notamment à Sepang en 2014 et une 8e place au Mans en 2015. 2015 sera sa meilleure saison, 14e au championnat. 2017, avec le retrait d'Aspar, faute de siège, il redescend en Moto2 chez AGR, mais il se fait remplacer en courte saison par Joe Roberts, l'américain, pour manque de résultats. Il va courir aussi en parallèle en endurance cette année-là, où il fait des piges. Il fera 3e au Bol d'Or, notamment en 2017. Et en 2018, il va commencer la saison Superbike avec Kawasaki. Ouais. Mais pour une histoire étrange où il s'est pas présenté à Manicourt avec son team, il a été écarté et son contrat qui devait être prolongé pour 2019, du coup, ça a sauté. J'ai jamais vraiment eu le fin mot de l'histoire, mais pourquoi il s'était pas présenté à Manicourt ? C'est antidopage peut-être ? Ah, tu crois ? Bon, je sais pas. Ouais. On va passer aux petites news d'ailleurs. Qui c'est qui voulait parler du dopage ? Qui c'est qui avait mis ce petit mot pour Yannone ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sample, donc échantillon B, contrôlé positif également. La boulette. Même si les taux sont très faibles, mais ils sont quand même détectés. Du coup, il doit passer en commission de la discipline, décision pour savoir combien de temps il sera suspendu maintenant. Donc c'est sûr, il va être suspendu. Le règlement fait que si t'es dopé, t'es suspendu. Même s'il mange du bœuf contaminé. Parce que là, c'est présomption de culpabilité dans ces cas-là. Les athlètes sont responsables de ce qui se retrouve dans leur corps. Enfin, En tout bien, tout honneur.
On va parler aussi rapidement donc des suites de l'opération de Marquez. Qu'est-ce qui veut en parler C'est rapidement? moi qui avais mis Vas-y. ça, mais j'avais vu du coup l'interview de Marquez sur MotoGP qui disait qu'il récupérait un petit peu difficilement apparemment de son opération. Il a posté des photos de lui sur Instagram. On voit clairement la grosse différence musculature entre l'épaule droite et l'épaule gauche, pardon. À voir donc. Mais jusque-là, il a quand même été champion du monde. L'année dernière, il était revenu de blessure et il avait bien réussi en tout cas. Peut-être qu'il fera juste pas un grand chelem en gagnant tous les GP quoi. Peut-être que le Qatar comme l'année dernière sera pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie d'intox. Il y a de l'intox, ouais. Je pense qu'il y a une partie d'intox où on supposait qu'il serait pas prêt avant peut-être le retour en Europe l'année dernière. Mais c'est comme Guiraud qui jouait le maintien. Hein. C'est un peu le roi de la com, Marquez. Pour s'enlever de la pression, en fait. Mais c'est vrai que comparer Guiraud à Marquez. En stratégie de s'enlever de la pression. Il y a trop de générations. Ouais, non, là, je suis pas très bien. Ou alors, c'est encore pour plus les humilier. Tu vois. Quand il reprendra tous un tour, j'étais pas à fond. J'étais pas 100% aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Ça avançait pas. Je pilote avec une main. Ouais. Que veux-tu? Non, mais on verra. Si ça se trouve, il galère vraiment et il le pense, mais ça coûte pas cher de s'enlever la pression. Ouais. Et il y a aussi. Ouais, vas-y. Il ne pouvait pas lever son verre d'eau. Ah, tu crois? C'est ce qu'il a annoncé sur Facebook. Tu voulais parler aussi des modifs de l'aéro, non? Ouais, ça on le savait déjà. Hein. C'est pas une grosse news. On le savait depuis juillet qu'ils allaient modifier le règlement. Donc là, c'est maintenant officiel. Alors je sais plus le détail, hein, mais en gros, ils vont pouvoir modifier les motos de l'aéro comme ils veulent. C'est la jurisprudence Ducati qui avait commencé à faire ces tests-là un peu en Indé. Tout le monde avait vu ces trucs en se disant c'est quoi ces nouveaux spoilers sur la moto, et c'est enfin officiel. Toutes les écuries peuvent faire des modifs aéros sur les bécanes. À voir ce que ça donne, quoi. Mais celles qui n'ont pas les moyens, je pense pas qu'elles dépensent des foules d'argent sur l'aéro. Il y a quand même d'autres préoccupations. Il y a le châssis et le moteur, c'est quand même deux trucs qui sont assez majeurs en GP, surtout pour les écuries qui galèrent. Après, on verra sur les grosses écuries. Je pense à Honda. Ducati, ils sont déjà en avance sur l'aéro, mais on verra Honda. Ouais. C'est vrai que je pense que quand tu as une moto bien née, la Honda, la Ducati, la Yamaha dans une certaine mesure, les derniers centièmes, faut aller les chercher avec l'aéro. Mais si déjà t'es à la ramasse comme la KTM ou la Aprilia, t'as autre chose à faire que de t'attaquer à l'aéro. Ouais. C'est clair. Un châssis, quoi. Un moteur. Achetez-vous un châssis. On va passer donc au débrief. On a commencé donc par le Superbike. Donc on va en parler rapidement puisque Baz, on va parler surtout des Frenchies. Baz a terminé 10e en ayant couru donc les 2 tiers de la saison. On a Sylvain Barrier 26e qui lui a participé donc à 2 étapes du calendrier, donc celle de Manicourt, où on l'avait croisé. Qui veut parler rapidement de la saison Superbike? Stéphane? Allez, saison étrange. Ouais. Parce qu'en fait, au départ de la saison, on s'est tous dit est-ce qu'on va continuer à regarder le Superbike? On voyait que l'Espagnol a amusé tout le monde. C'est un autre Espagnol qui gagnait tout. Et finalement, Bautista est tombé. Et après, John Ray, il a tout gagné. Et Bautista continue à tomber par toutes les courses. Et Johnny Ray, il a eu le bon goût de faire le dos rond parce que on se demandait même si c'était la peine qu'il vienne en fait. Et au final, il était toujours bien placé, donc il avait des points. Ce qui fait que dès que Bautista a baissé, il est vachement vite remonté vu que Bautista a baissé. Il s'est même effondré. Il s'est même pas baissé. Il y a eu un on-off ou un off. Et Ray a pas tardé à reprendre les rênes du championnat et a surtout rien lâché à personne après. Et Bautista, alors les mauvaises langues disent que mentalement, quand Bautista a su qu'il signerait ailleurs, il a en plus arrêté de faire des choses. Ça m'étonnerait quand même, ça va pas le faire marrer de pas gagner des courses. Mais non, il est peut-être mentalement. Parce que on a du mal à comprendre pourquoi la Ducat et Bautista surtout sur la Ducat, parce que son coéquipier était pas super à la fête, pas autant que lui. Parce que les premières courses, il mettait des 20 secondes au second, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que, on va le rappeler, donc c'était le retour de Ducati, c'était une nouvelle Ducati. Ouais, qui était fait c'était un V4. Actuellement pour le Superbike. Qui a été développé pour le Superbike, avec un pilote qui descendait du MotoGP, donc effectivement, il y avait beaucoup d'attentes. Et un moteur dérivé du MotoGP, le premier V4 en Superbike pour Ducati.
Donc, ça pouvait peut-être expliquer que Bautista, ayant conduit en MotoGP, il avait un V4 aussi. Ça doit pas être les mêmes exactement, mais il avait peut-être quelques bases. Et puis en arrivant dessus, il s'est senti comme à la maison. Il n'y avait pas que ça, parce que c'est effectivement en 20 secondes, c'est presque une blague, quoi. Enfin, oui. Surtout quand c'est Johnny Ray derrière. Enfin, c'est pas exactement un Mickey, l'animal. Hein. Il y a eu le faux drama, enfin, c'est pas un faux drama, mais des tours minutes. On va baisser. Ils ont baissé de 500 tours. Ça n'a pas fait grand-chose, finalement. Non, surtout que après Kawasaki, comme Rea faisait quand même des résultats, ont eu aussi un gel moteur. Enfin, ils pouvaient pas faire les améliorations comme Ducati. Donc, non, mais je pense que c'est psychologique. Bautista, il s'est effondré. La moto, quand elle roulait, Bautista était plutôt bien placé. Et je pense que Rea, lui, il a rongé son frein et il a su attaquer quand il fallait. C'est le mental. Voilà. Ouais, prendre une chute quand tu mets 20 secondes à tout le monde, pour l'ego, j'ai déjà chuté sur circuit, je sais que pour l'ego déjà. Et à ces niveaux-là, le gars c'est qui revient du GP et qui passe au Superbike, donc c'est le gros favori parce que techniquement les gars sont quand même sur une autre planète. Ils sont déjà, même le Superbike est déjà sur une autre planète par rapport au Kidam normal, mais MotoGP c'est encore un autre délire. Et là, le fait qu'il se viande et qu'il... Je sais pas, s'il avait peut-être réussi à faire des premiers résultats dès le début, peut-être que psychologiquement il serait reparti. Mais la difficulté, c'est qu'il s'est enfoncé dans le médiocre, le pauvre. Enfin, le médiocre, tout est relatif. Surtout, il faisait des week-ends zéro. Il chutait sur les 3 courses aux États-Unis, je crois. Aux États-Unis, toutes les courses. À Laguna Seca, c'était très compliqué. La dernière course, il a abandonné parce qu'il avait mal la course sprint où il était tombé. Alors que Davis a plutôt performé à la Laguna Seca, je crois. Davis, il a eu la trajectoire un petit peu différente. Il a eu besoin on va dire, de 4-5 week-ends pour bien progresser avec la Ducati, quoi. Ouais, mais il connaissait la Ducati, lui, par contre. Parce qu'il était quand même depuis quelques années. Enfin, il est quand même. Il connaissait l'écurie, mais la moto n'avait plus rien à voir. Enfin, c'est pas le même moteur, quoi. C'était plus le V2. Il y a quand même des bases, je pense. Façon de travailler. Les ingénieurs. Ça compte. Oui. On va parler rapidement du Super Sport 600 puisqu'on a eu donc Jules Cluzel qui fait 3e au championnat avec 3 victoires et 6 podiums, Lucas Mayas qui fait 4e avec 2 victoires, 6 podiums, Corentin Perolari, le 2e pilote du GMT, 8e et Jules Danilo 13e. On a aussi Xavier Navant qui a participé à 3 courses et qui est 33e. Donc là, c'est une catégorie où Yamaha a très largement dominé puisque ce sont les deux Bardal qui font 1-2, Cluzel fait 3. Kawa place Mayas 4e, mais c'est une saison qui a été quand même nettement dominée par Bardal, mais la fin de saison c'était un peu bizarre, un peu délétère chez Bardal. Oui, il y a eu de baston intra-Bardal en fait. Krummenacher qui a accusé son équipe de favoriser Caricasulo. Ouais, ça c'était après l'Argentine. Ouais. Bardal a dû faire un démenti dans la presse. Ambiance. Quand c'en est là, c'est qu'après au petit-déj, les matins, les mecs arrivent. L'hospitality, c'est cool. Rideau, même au self, tu vois. pas que dans le box. Mais ça n'a pas joué en faveur de Krummenacher, du coup, parce que lui, il reste en 600 alors que Caricasulo est monté en 1000. Ouais, savoir que la signature était déjà actée en septembre, je crois, pour Caricasulo. C'était acté avant le Portugal. Avant Manicourt. Avant Manicourt, ouais. Entre Portimao et Manicourt, je crois que ça avait été annoncé et donc du coup c'était assez bizarre. Bon, Krummenacher, on peut parler rapidement des essais des premiers tours de roue qui ont été faits à Jerez. Krummenacher sur Augusta. Ouais, sur MV Augusta qui s'en sort bien. Apparemment il a plu la première journée, donc on prendrait des pincettes aussi. Ouais. Bon. On verra bien comment ça va se passer. Sinon, Mayas qui a fait un début de saison quand même, je dirais pas en demi-teinte, mais qui était un petit peu en retrait, mais qui a quand même très fortement progressé sur les courses après l'été, quoi. On va dire à partir de Portimao, ça s'est progressé amélioré, ou est-ce qu'ils ont fait progresser la moto aussi? Il y a les deux. Je pense qu'il y a parce que la moto au départ, c'est une vieille moto. Ouais, mais c'est ce qu'il avait dit quand on en avait parlé un petit peu. Il disait il y avait un pas à faire des deux côtés et la fin de saison, puis aussi la course qu'il a faite à Manicourt. C'était quand même une course assez exceptionnelle pour l'avoir vécu sur place. Il a fait, on voyait clairement qu'il avait une moto en dessous
de celle du plateau Yamaha, et il a réussi à s'en tirer quand même, quoi. Enfin, Manicourt, il profite aussi de la chute de Caricasulo, de Krumenauer, Cluzel qui était pas trop dans le coup, qui a pas osé trop. Les Bardal, Perolari qui s'est fait pousser au départ, donc du coup, il y a une circonstance qui fait que Mayas, il était là. Ouais, il s'est battu avec Vignales pour la gagne. Et, c'était une belle course. C'est une belle course. C'était chouette, ouais. Une belle fin de saison. Mais quand même, souvent, je trouve que le 600 Super Sport est quand même plus intéressant que le 1000. Les courses sont plus disputées, ça bagarre. Ça bagarre énormément. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un petit peu. Je crois que c'est toi, Pierre, qui me disait que c'était un petit peu ce qu'on voudrait voir en Moto 2. Ouais. Ce qu'on voit pas trop. Mais c'est vrai que le 600. Bon, même en 1000. Hein. Ouais. Bah, la course cette année en 1000, la plus intéressante, c'était le sprint. Hein. Ouais, je trouvais que c'était des courses courtes. Ouais, parce que même on voyait les BMW devant, on voyait, enfin tout le monde se donnait à fond sur 6 tours. Ouais, ça leur permet peut-être de mettre un petit peu plus de régime moteur pour des raisons X ou Y, ou je sais pas. Et peut-être que le fait qu'il y ait moins de points, ils ont un peu moins de pression aussi. C'est la moitié des points, non d'une course normale. Ouais, la moitié des points. Je m'étais dit, tiens, ça se trouve, les mecs ils disent, bah tant pis si je chute. Enfin, si tu dois chuter à une si tu chutes, tu recours dans une heure. Tu recours 2 heures après. Non, mais je parle de chuter tes cartes, tu finis dans le gravier. Je parle pas de se suicider en faisant un tout droit, mais la conditionne aussi la course 2. Donc pas ta position. Oui, c'est vrai. Donc oui, bon, chuter c'est pas bien. Non, mais il y a l'aspect 6 tours, mais il y a l'aspect aussi effectivement. Moi, j'avais cette impression qu'en fait, c'était des branchages de cerveau encore plus que d'habitude. Ouais, c'est un peu Joe Bartim. Alors que sachant qu'ils partent déjà d'un mode Joe Bartim plus. On va parler aussi rapidement du 300, donc avec Andy Verdoya qui fait 4ème avec 2 podiums, Hugo De Cancelis 9ème avec 1 podium sur la saison, Samuel Dussora 20ème, Enzo De La Vega 23ème et Matteo Penno 30ème. Ouais, Verdoya, belle saison, surtout belle fin de sain. Il s'est vraiment montré, il est pas passé loin 2-3 fois de la victoire. Ça lui a échappé, mais bon, devant il y avait des clients avec Gonzalez et Carrasco. Il y avait Anna Carrasco, ouais. Voilà, il monte en 600. Peut-être après, c'est le 300, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, mais peut-être un peu tôt. Mais en tout cas, il est quand même très talentueux pour son âge. Ouais. S'il a une moto correcte, pourquoi pas faire des résultats, des top 6, des top 7, à voir. Ouais, puis faire un petit point mathématique, faire 4ème avec que 2 podiums, c'est que le gars il est régulier sur le reste de la saison, quoi. Ouais. Savoir que c'est quand même une catégorie qui est assez atypique. Cette année encore, il y a 50 engagés. Donc une course B le samedi qui repêche des pilotes pour courir le dimanche. C'est compliqué cette catégorie quand même. Mais oui, c'est de toute façon, c'est toujours bien de réussir à sortir du lot par le haut, quoi. C'est toujours intéressant. Steph, tu voulais rajouter quelques petites choses? Carrasco, on en parlait. Moi, je la trouve sympa. Elle a toujours le sourire. Et elle a gagné 2 courses quand même cette année. Manicourt, on y était. Et puis Misano, je crois. Non, pas Misano. C'était une autre course. Je sais plus. C'était Misano. Voilà, on espère qu'elle va continuer à gazer et à monter peut-être dans les autres catégories. Je sais pas, c'est toujours marrant de voir comment une fille peut lutter avec des gars avec pas les mêmes prérogatives en termes de force physique, parce qu'on peut toujours parler de ça n'a rien à voir, mais il y a quand même un physique. En moto, il faut un putain de physique, quoi. C'est peut-être aussi pour ça aussi que les nanas sont peut-être moins connes que les gars, donc elles ont moins envie de se tirer la bourre. Mais voilà, elles compensent avec autre chose, et là elle reste en 300 encore cette année, donc peut-être en 600 un de ces 4. Ça va peut-être donner envie à d'autres nanas de se mettre à la moto aussi. Bah ouais, parce qu'en fait et aux compètes. Moi, j'ai découvert ça en m'intéressant un peu plus aux motos, aux autres catégories que le MotoGP. En gros, c'est de facto mixte, que ce soit pour la F1 ou que ce soit pour n'importe quel sport mécanique, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de notion de... Il y a juste des temps à claquer. Oui, c'est ça, il y a des temps à claquer. Ouais. C'est ça. Et non binaire. Oui. Bon, après, c'est vrai que la moto, il y a quand même un aspect baston avec la machine, mais qui peut être justement géré en mode smooth. Comme certains. Mais encore une 300, c'est quand même moins dur à piloter. Ouais, c'est pour ça que je me disais, est-ce que 600 ça va le faire, mais j'aimerais bien voir justement si ça passe aussi. Nous verrons. Bon, son objectif cette année, clairement, c'est d'aller reconquérir son titre qu'elle a perdu en 2019. Donc, voilà.
On verra ce que ça va donner. Dans un excellent team en tout cas. Ouais. On passe au Moto E, du coup, on va en parler très rapidement, puisqu'on avait oublié de le mettre dans le conducteur, mais on va en parler très rapidement, avec Di Meglio qui est 5e au championnat avec une victoire et 2 podiums, Garzo 4e avec 3 podiums, Granado 3e avec 2 victoires et 2 podiums, Bradley Smith qui termine 2e avec 4 podiums, et Ferrari donc, qui gagne cette coupe, puisque c'est une World Cup, ils ont appelé ça, avec 2 victoires et 3 podiums. Donc nous on en avait déjà pas mal parlé dans les épisodes, donc je voulais avoir un petit peu votre point de vue. Olivier, est-ce que tu veux en parler rapidement ? On sent bien que les pilotes ils sont pas encore tout à fait à l'aise avec ces motos. C'est bizarre parce que moi j'ai acheté MotoGP 19 et c'était la catégorie avec laquelle j'étais le plus à l'aise en mode pro. Voilà. Comme quoi c'est pas dur. Je lance un appel aux écuries. T'as déjà une enclume aujourd'hui. C'est pour ça, ouais. C'est peut-être à cause de ça. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont en Harley en fait. Ouais. C'est pour résumer quoi. C'est un peu ça, ouais. Et mais c'est intéressant, ouais. Ça fait des belles bagarres. Après, c'est vrai que vu les noms qu'il y avait, je suis un petit peu déçu par rapport aux bagarres quand même. Je pensais que ça allait plus dépoter que ça. Quand on voit les têtes brûlées qu'il y a sur la grille, on se dit ça va carburer. Et peut-être qu'ils étaient encore une fois pas tous à l'aise avec leur meule et bon, ça va. C'est quand même une catégorie. Ouais, ça va se décanter. C'est bonne surprise quand même. C'est des courses rapides. Il y a une formule aussi d'essai, enfin de qualification qui est nouvelle. Qui est intéressante. Hein. Ouais, c'est pas inintéressant. Ça évite justement d'avoir les petits coups de casse-burne qu'on a vu en MotoGP ou en Moto 3. Ouais, ou en Moto 3 où là, de toute façon, ton temps, tu dois le faire tout seul. Donc pourquoi pas. Et il y a quand même eu une grosse blessure de Mayas qui lui a valu 2 bonnes phalanges. Il a perdu un bout de doigt. Il a perdu. Il devait remplacer Niki Tully, il a pas pu du coup. Ouais. Dommage. Bon après, Di Meglio s'en est bien sorti pour le français. Un temps avant Valence, il était bien placé pour. Il pouvait gagner le championnat, mais à Valence, il performe pas assez. Matteo Ferrari, plutôt. Pourrait le dire, un inconnu à bataillon en World, en niveau mondial, et puis qui s'en sort bien. À voir si, je crois qu'il est réinscrit pour 2020, donc je pense qu'il va défendre son titre. Ouais. Les motos nous a promis un nouveau pneu arrière. Ouais. Et un tour de plus en autonomie. Ah la vache. Ça change la vie. Truc de ouf. Hein. Ça progresse. Ouais, ça progresse. Bon, après, voilà. On va passer au gros du dossier du jour, c'est-à-dire la saison MotoGP, avec le même rappel, c'est-à-dire le championnat du monde. 5e, Quartararo, donc avec 192 points, 7 podiums, avec sa première pole au 4e Grand Prix quand même à signaler. 4e au championnat, Rins avec 205 points et 3 podiums et 2 victoires, c'est ça. Viñales 3e avec 211 points. Et Dovizioso 2e avec 269 et premier Marquez avec 420 points et surtout 18 podiums sur 19 courses. Excusez du peu. Alors les différents vainqueurs durant l'année, donc Petrucci 1 victoire, Dovi, Viñales, Rins 2 victoires chacun et Marquez 12. Donc on va commencer par Olivier, tu voulais nous parler de Marquez évidemment. Je pense que on est obligé d'en parler, quoi. Ouais. Le type est un extraterrestre, on l'a déjà dit plusieurs fois pendant les épisodes. C'est une machine. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas trop son côté justement machine, à toujours être toujours focus, toujours. Mais bon, le gars il est là pour gagner des courses, hein, donc et il en gagne. Et quand il gagne pas, il fait 2e. Donc... Voilà, hallucinant. Donc encore une fois, ce qu'on a dit au début d'émission, à voir. Avec sa blessure, si c'est de l'intox ou pas, il va s'y remettre. La pression, je pense que ça lui pose pas de problème. Il avait quand même déjà un petit peu de pression cette saison-là. Hein. Je pense que c'est plutôt lui qui la met, la pression. Ouais, et effectivement, je pense que le point l'année prochaine, ça va être est-ce que je vais réussir à me battre avec Marquez ? Ouais. Cette année, c'était plutôt Quarta. Toi personnellement ou Oui, moi personnellement. Les autres sur la grille. Ouais, exactement, sur GP19. En mode 125% de difficulté. Mais non, à part Quarta cette année, on n'avait pas grand monde d'autre qui pouvait battre avec lui. Je me rappelle Je peux pas te laisser dire ça. Ah oui. Voilà. Ouais, Dovi, oui. Non, alors.
Non, mais... En début de saison, Pierre, donc Même plus qu'en début de saison. Après, il y a eu de la malchance aussi quand Lorenzo fait tomber Dovi à Valence. Oui, c'est vrai. Ou Quartararo, justement, fait tomber Dovi. C'était où C'est Pang ou Dovi s'envole? Non, c'est en Thaïlande, je crois. Ouais, Thaïlande. Oui, il fait le dodan, Quartararo, pour Dovi. Voilà. Donc, il y a eu un peu de malchance. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Olivier, justement, Marquez a pas trop la pression, où il arrive justement, il avait fait des déclarations où il disait que Quartararo c'était son plus grand rival. Tout de suite, c'était pour faire douter piquer Fabio. Dovi. Ouais. Et piquer Dovi aussi. C'est vraiment... Bah oui. Ouais. Non, je sais pas. Non, mais sans doute. Ouais. Oui. On peut dire qu'il y avait vas-y. de la concurrence aussi. Parce qu'après, triompher sans personne en face, Alors, est-ce que c'est vraiment... justement, le truc, c'est que moi, je dirais pas qu'il y a personne en face. Ouais. Je dirais que c'est pas toujours le même. Non, Et c'est là. Non, mais je dis ça, c'est pour, Ouais, bien sûr. blaguer. Non, il y a vraiment des gens Bien en sûr. face. Mais le truc qui est. C'est moi une moto, je vais vous Ouais, montrer ouais, ce que je dis. J'ai déjà Non, le mais- cascar aussi, moi. T'as jamais le même en face. C'est-à-dire, en début de saison, quand même, Dovizioso était présent. On a vu Rins aussi présent. Quartararo, en fin de saison, a fait beaucoup de podiums, mais il était souvent à la bagarre avec Marquez. On a eu Rossi sur les. Il y a eu Rossi sur premières les, courses. Ouais, mais sur les toutes Rossi premières était- courses. Enfin, il était pas trop là non plus. Moi, je pense que cette année, quand même, c'était Marquez Quartararo la saison. Si on peut résumer quand même. Ouais, la fin de saison. Fin de Enfin, saison. le dernier 2 tiers, on va dire. Parce que Quartararo aussi en début de saison, il était pas mal, mais il a fait quelques boulettes, il cale au premier Grand Prix. Il a eu Il s'est lancé- son problème il y a de eu la sélecteur. casse de sélecteur. Ouais. Ouais. Il était bien placé. Donc, Ouais. Je pense que c'est à partir du moment où il y a justement cette casse de sélecteur qui joue régulièrement, enfin plus régulièrement devant. Mais c'est pas toujours le même Non. qui est à la mais- bagarre avec Marquez. J'aimerais rebondir sur Marquez, c'est-à-dire que Marquez est très fort. Tous les week-ends de course, il essaye de tester la limite de la piste de la moto, mais j'ai envie de dire qu'il faut qu'il fasse attention parce que il a eu quelques rappels cette année où il a fait des grosses chutes. Ouais. Et est-ce qu'un jour il va pas faire la chute de trop qui va vraiment Ouais. lui faire mal comme Lorenzo et lui savrer une année quoi en fait. C'était pas à Silverstone, sa grosse chute. Il y en a eu deux. Une où il Où Oui, il essaie il casse de la suivre, moto, il la essaie- chute il où essaie il- de suivre Quarta au qualif. C'était pas à Silverstone ça? Je sais plus. mais en Et Thaïlande il finit par tomber sur les genoux. ça, C'est je crois, c'est en ça. Thaïlande cette En chute. Thaïlande. Et, Ouais. d'ailleurs, on se demandait, il était parti à l'hôpital, Ouais. et on se demandait est-ce qu'il va rouler le dimanche. Oui. Oui. C'est pas une question. Mais non, mais je me demande en fait s'il n'y en a pas plusieurs, tu vois, si c'est pas des triplés parfaits, et à un moment, celui qui est cassé, tu vas mettre l'autre, et puis non, mais c'est bienvenu à Gataka, tu sais. Je ne sais pas, il tombe, et puis il va à l'hosto, et après c'est il revient, il fait impressionnant. moi j'ai vomi un peu, j'ai un trauma crânien, mais bon, allez. On y Gaz. va. Parce que sans ça, sinon, je pense que les prochaines Marquez, le frère aîné, il n'aura pas de mal à surclasser son petit frère. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ah oui. Le duo quand même Marquez HRC, ça fait mal. La moto est quand même faite pour lui. Ah bah oui. Ouais. Et justement, est-ce que tu penses pas qu'il va avoir, je dirais pas à cœur, mais d'aider au mieux son frère pour prouver qu'il n'y a pas que lui qui peut. Je pense que si réussir c'est un à faire quelque chose. compétiteur, Ah ouais. il pensera pas à son frère. Ah, c'est clair. Ah ouais. Ah, sur la piste, Tu je pense crois qu'ils sont tous ils ont tous envie d'être premiers quoi qu'il arrive. Oui. En bah, Formule 1, tu vois, non, mais- Schumacher, il a jamais aidé son petit frère à gagner des courses. il sait qu'il Il a est pas premier. poussé. de toute façon. Non, mais Non, mais- peut-être que s'il fait des bons essais libres en tout début de séance, il peut donner sa roue pour un ou deux tours à son frère pour lui montrer regarde, c'est comme ça qu'on utilise cette Et moto. puis maintenant il y aura Mais, plus Yannone normalement derrière lui pour prendre la roue. Ça va, caravane. ça va dépendre de la concurrence. Si Ducati ou Yamaha trouve un truc et qui sont proches Ouais. en temps de Ah ouais. Marquez, Oui. il aura pas le temps de s'occuper de Oui, son frère. c'est vrai. Non, mais ça c'est clair. Olivier, tu voulais nous parler aussi de Quartararo? Bah oui, on a un petit peu parlé aussi au détour de la discussion sur Marquez, mais Quarta, c'est vrai que la première course, et Stéphane l'a rappelé à l'instant, j'avais oublié le fait qu'il cale Ouais. au départ. Et je pense que c'est la preuve qu'il a fait oublier à tout le monde cette première course et que le reste de la saison est juste hallucinant. Alors là, c'est le début de la pression, je pense, pour Quarta, qui justement avait rien à perdre en fait cette saison. Là, l'année prochaine, il a tout à perdre. Il faudrait pas qu'il nous fasse une Zarco. Après, il a la moto, il passe Mais pas chez il KTM. est pas chez KTM. Voilà. Il reste avec la YAM. Et ce qui me semble là aussi intéressant à voir, c'est comment il va bosser avec les autres Yamaha, avec Rossi, avec
puisque toutes les données vont maintenant être en commun. Est-ce que il va avoir l'esprit, on n'en saura peut-être pas tout ça, mais est-ce qu'il aura l'esprit d'équipe ou est-ce qu'il va penser qu'à lui? Moi, je pense que c'est bien de penser qu'à soi, surtout en deuxième saison en MotoGP. À voir, mais tout le monde l'attend là, c'est clair, tout le monde l'attend. Et j'espère qu'il va encore nous offrir des belles courses avec Marquez et même avec d'autres d'ailleurs. Qui va gagner surtout. Mais surtout qu'il va gagner. Après qu'ils se mettent pas trop la pression de vouloir gagner, de pas en faire trop et de chuter ou de louper sa course. Ouais. Parce que je vois qu'il partait devant, il était 7ème au premier virage. Ouais. Souvent ça se passait comme ça. Il s'est amélioré quand même là-dessus. Sur les dernières courses, on l'a vu savoir mieux gérer. Il y a quand même quelques courses où il était devant, tout le monde disait c'est sa course aujourd'hui, et finalement non, c'était pas sa course. Après, il faut voir qui c'est qui était derrière lui. Enfin, c'était souvent il a emmené Marquez, mais le point qui était intéressant, c'est qu'effectivement en début de saison, les départs étaient moyens et il a vite progressé sur ce secteur-là, et en plus il est bon en qualif. Donc il se place bien et il part bien. Donc il est en général dans le bon paquet. Et il sait gérer la pression, parce que faire 70% de la course avec Marquez derrière, quand t'entends le moteur de la GRC qui te course pendant un tour. Est-ce que t'as vu son leçon après? Non, je ne veux pas le savoir. Mais non, c'est impressionnant. Enfin, il a quand même déjà une certaine maturité sur la piste, en tout cas le jour de course. Et quand il est dedans, il est dedans. À voir s'il se met pas trop la pression avant la course. Voilà. Sans parler de l'histoire de la Spec B et tout, déjà il avait une moto de l'année précédente par rapport à un Rossi, un Morbidelli et un Vignales. Donc déjà il faisait mieux qu'eux. Tu parlais des données tout à l'heure. Il me semble que plusieurs fois, alors c'est peut-être de la com, mais Rossi, Vignales disaient on regarde ce qu'il fait, on sait pas trop comment il fait. Mais je pense que Quartararo cette année c'était pas du tout dans le calcul en fait. C'était plus dans le feeling, et peut-être qu'à partir de l'année prochaine il va commencer à déjà regarder ses propres données de l'année précédente et dire qu'est-ce qui a marché l'année dernière ou pas quoi. Il aura une base. Ouais. Stéphane, donc tu veux nous parler un petit peu de Ducati? Justement, on l'a déjà évoqué, Ducati avait fait un chouette début de saison, que ce soit pour Dovi. Dovi a ouvert le bal avec une victoire, et puis il y a eu l'épisode, on peut parler d'épisode en fait finalement du Mugello, où Petrucci a fait le filou pour piquer la victoire aux deux furieux que sont Marquez et Dovi. C'était d'ailleurs aussi une belle course parce qu'on voyait Dovi tenir la dragée haute à Marquez, et après il y a eu justement les mésaventures de course surtout Dovi, qui s'est pris 2 cartons comme d'hab. Finalement Dovi, c'est toujours le mec qui se prend des bécanes pour se faire faucher quoi. Donc il y a déjà eu 2 courses off direct qui aident pas à se mettre et en confiance et dans le championnat. Donc j'étais déçu que finalement Ducati soit pas aux avant-postes tout le long de la saison, parce que ça aurait aussi pu enquiquiner Marquez un peu plus pour mettre un peu de piquant. Ce qui m'a marqué aussi, c'est Rins, parce que il s'en fait pas trop. Il hésite pas à se mettre Marquez à dos quand il se frite un peu au qualif, parce que Marquez a fait un peu d'intimidation au qualif sur Rins, genre ouais, tu m'as gêné quand il rentre au stand et il lui fait vas-y, pousse-toi, comme dans les cours de récré en fait. Et Rins, il s'en bat les steaks. Et par ailleurs, il a aussi été coiffé Rossi pour gagner son Grand Prix. Je l'ai pas mal pris parce que c'était Rins. Mais Rossi aurait pu assister aux États-Unis quand Marquez était dans son bac à sable en train de faire des châteaux là. Non mais c'est la seule fois où finalement c'est pour qui la victoire là. C'est ça. Merde, c'est le moment les gars. Et Rossi n'a pas réussi à la faire au métier à Rins parce que. Ouais, c'est une petite parenthèse. À Austin, tu passes la ligne droite, tu vois Marquez dans le bac, tu fais. Oh putain, si je peux combien maintenant? Oh merde. C'est le moment, là. Il va falloir sortir les wads. Et puis Quarta, pour rajouter à ce qu'il a déjà dit, j'avais un peu de peine pour Morbidelli, parce que Morbidelli était un ancien favori. Quand il est arrivé, on en attendait un petit peu plus peut-être. C'est ce que moi perso en tout cas, parce qu'il avait vachement gazé en catégorie inférieure, en Moto 2. Et donc on sentait un peu, il y avait le petit côté aussi poulain de Rossi, tu vois, genre mec, non en fait il a pas fait aussi bien que Quarta en fait. Faut voir la moto déjà qu'il avait été compliquée, et puis le team Marc VDS semblait être une horreur.
Mais le fait d'être chez Petronas et qu'avec la même brelle, Quarta fasse, on va pouvoir dire beaucoup mieux, enfin, fasse très bien et Morbidelli fasse moyen. C'est dans son ombre. Ça pouvait faire bizarre quoi, pour lui, et il s'est pas désuni sur la fin de saison. Il était quand même assez vaillant, sans être aussi flamboyant que Quartararo, mais bon. Et on a un peu l'impression qu'il plafonne, Morbidelli. Je sais pas si sur sa saison, comme tu dis, il démarre vraiment un petit peu en retrait, mais sa fin de saison, elle est en progrès, donc oui, je trouve que c'est plutôt bien. Il fait une saison de rookie, quoi, en fait. Oui, c'est le paradoxe. En fait, et Quartararo, là, il fait une saison de super rookie, de pro déjà. Oui, c'est ça. Les rôles étaient presque inversés, en fait, et t'avais presque l'impression que c'était Morbidelli qui essayait de faire. Enfin, oui, c'était ça. Morbidelli essayait de faire au moins aussi bien que Quarta. Ouais. Bon, ouais. Et pour finir, on parlait de Yam. Là, le fait que Quarta arrive à faire des beaux trucs, ça fait presque oublier que les Yam étaient anémiques, surtout niveau moteur. Mais ça, c'est pas une nouveauté. Après, est-ce que cette année, ils vont réussir à trouver une formule magique pour que le 4 en ligne rivalise avec les V4 Nous verrons. Ils nous font un truc à la KTM, là, je vais mettre mon volant moteur à l'extérieur, ça va être vachement mieux, mais on verra. Ça. Mais moi, apparemment, la Yam de Quartararo était quand même assez proche de la Yamaha officielle. Il n'y a pas trop de différence entre deux, c'est très marginal. Mais les Yam en général, on le voyait bien quand Quarta se faisait manger littéralement en ligne droite. Il faisait des exploits pendant un tour, et puis après, en une ligne droite, il se tapait 20 mètres de retard parce que que à la puissance. Alors évidemment, Marquez est fort en plus. C'est là où Honda a progressé. Toute l'année dernière, c'était Ducati qui mettait tout le monde en ligne droite, et cette année, c'est Honda. Donc que donnera 2020 On va voir quel moteur va être le plus. Ce qui est d'ailleurs un truc dont on parle quasiment jamais parce que ça ne fait pas de vagues, mais les bécanes sont fiables. On n'a pas vu beaucoup, ni si ce n'est aucun moteur explosé, peut-être un ou deux dans la saison, mais je parle par rapport au nombre de bécanes qu'il y a sur la piste. Et au nombre de grands prix. Aprilia a eu quand même des gros problèmes de fiabilité. Ah non, mais je parlais des motos GP. Non, mais. On parle pas de Moto2 là. Oh le salaud. Non, je déconne. Attends. Non, mais je parlais des teams qui sont à la bagarre pour la victoire tous les week-ends. Les 3 top teams. Les 3 top teams, y compris Suzuki. Suzuki, je les mets dedans aussi, parce qu'ils sont impressionnants. Ils ont fait une belle saison, Suzuki. Par rapport à leur retour, ils sont revenus il y a quelques années. Je vais pas compter le nombre d'années, mais ils ont l'air vachement mûrs par rapport à d'autres teams, Aprilia. Ils sont revenus en 2015, je crois. Ouais, ça fait quand même 4 bonnes saisons. Aprilia, je sais pas combien de temps ça fait, mais ils ont du mal. Enfin, je vais pas tirer sur le corbillard. Mais... Aprilia, le problème, c'est qu'ils sont toujours dans la structure de Gresini. Donc ils sont pas tout à fait team officiel, etc. Et il y a dans les tuyaux, ça a commencé à sortir qu'en 2021 ou 2022, j'ai entendu. Il y aura une structure 100% Aprilia. C'est-à-dire que ça serait plus. Sachant que je fais le mariole, mais ça me fait pas plaisir qu'Aprilia se prenne des branlées, mais. C'est parce que c'est quand même une belle marque. Enfin, historiquement, en plus, c'est une marque qui a beaucoup marqué le sport mécanique, surtout en 250, si je ne m'abuse. Moi, je serais très content qu'Aprilia cartonne, mais là, on est obligé d'en rire. Non, mais en termes de résultats merdiques, je veux dire. Parce que c'est Aprilia, on aimerait quand même que ça fasse un peu mieux, voilà. C'est comme KTM. Sans parler du management de KTM, mais KTM, moi, c'est la Red Bull, quoi. C'était pas bon, tu dégages. C'est ça. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose sur la saison? Ouais, j'ai entendu des petites critiques sur Ducati. Genre, ce qu'ils ont fait, c'est pas digne de Quartararo. Alors, j'adore Quartararo, mais vice-champion du monde pour la 3e fois d'affilée. C'est de Viziosa quand même. C'est pas Quartararo. Hein? Le vice-champion du monde de 3e fois d'affilée. Non, mais clairement. Donc, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il est 2e, mais on le sait, on s'en souvient pas. Il est un peu transparent par rapport aux autres. Surtout qu'on avait vu, il y a 3 ans, il fait 6 victoires sur la saison. L'année dernière, il en fait 4 et cette année, il en fait que 2. Même s'il marque plus de points, je l'en ai déjà dit sur toute la saison que ses saisons précédentes, effectivement, il est moins aux avant-postes, il est peut-être plus régulier, mais il est moins aux avant-postes. Donc ça, c'est une certitude. Par contre, la Honda, on a vraiment l'impression qu'elle survole le plateau, mais c'est surtout Marc Marquez qui survole le plateau. C'est le tandem qui survole. Ouais, je pense que c'est le numéro 2 de Honda. Parce que Lorenzo sur la Honda, il a rien fait. Aragon, il est en train de faire un truc sympa.
Aragon, il faisait un C'est truc vraiment une sympa, déception. et puis il est tombé. Aucun. Tu voulais rajouter, vas-y. Non, mais pour dire, je pense qu'on met Marquez sur la Ducati ou la Yamaha, c'est T'as pareil. t'as la même C'est en pareil. couleur. Hein. C'est une osmose qu'on retrouve pas ailleurs. Pour rebondir sur ce que disait Steph, par rapport à la Suzuki, je trouve qu'elle était bien cette saison. Rins a fait de bons résultats, il a beaucoup chuté, mais de Dommage. propres erreurs. Hein. Ouais. Il s'est énervé d'ailleurs beaucoup contre lui-même. Ouais. Il y a des images assez parlantes, ouais. Je pense que l'année prochaine, il sera encore plus aux avant-postes. Enfin, il fera peut-être moins d'erreurs. Il finit qu'à 6 points derrière Vignales. C'est là où tu te rends compte que les chutes un peu bêtes de début de saison ou de milieu de saison, à la fin d'année, Ça paye, tu hein. perds Ouais. la 3e place au général pour une petite chute. C'est jamais une petite chute, mais pour une petite erreur, parce que clairement, comme tu dis, 6 points derrière Vignales, C'est rien du c'est tout. cadeau. Hein. Non, mais je suis cadeau. d'accord, moi je trouve que Suzuki a fait une très belle saison. Mhm. Dommage que Rins n'ait pas été un peu plus régulier, Ouais. mais ils n'ont pas à rougir par rapport aux autres teams. Ouais, c'est. Enfin, on va dire par rapport aux autres, c'est c'est clairement. entre parenthèses, je dirais petit team, Mmh, moins exposé, moins médiatique, mais ils sont là, ils font leur saison. Oui, Surtout deux que victoires, deux en motos. plus, hein, ouais. Ouais, Et avec surtout deux que victoires, deux et motos. deux victoires Ouais. une devant Marquez, qui le Mm. coiffe dans le dernier virage. Ouais. Elle est belle celle-là. C'est vrai qu'elle est- Mais ouais, surtout que deux motos sur tout le plateau, quoi. Donc ils peuvent compter que sur eux. Ils n'ont Mm. pas de team satellite qui ont des datas à leur donner. Ouais. Mais ils ont un c'est- très bon pilote essayeur. Bah oui, on en a Thierry parlé Gintoli. beaucoup, mais Gintoli, enfin, et c'est ça qui est bien, c'est quand même une écurie qui lui donne déjà des wildcards sur toute la saison, il les fait, et j'ai l'impression qu'il est vraiment intégré pleinement dans le succès de l'équipe. Et ça, je trouve que c'est intéressant de voir ça. Je trouve que c'est bien de leur part. Et ouais, enfin, faudrait vite qu'ils aient un team satellite parce que ils vont souvent piocher des rookies. Là, Mir, il fait une saison qui est quand même pas mal. Il est en progrès aussi sur l'année, donc l'année prochaine, c'est un duo qui peut faire mal, ouais, parce que comme tu l'as dit, il a pas mal chuté, Rins, et un peu moins de chute. Plus de constance. Ouais, plus de constance, ça peut aller chercher une 3e place au général. C'est pas rien, quoi. Ça fait longtemps que Suzuki a certainement pas fait ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, tu peux parler de... Est-ce que Quartararo va faire oublier Zarco? Bah oui. Alors, Vas-y. est-ce qu'il fait... ce qui est rigolo, c'est que Zarco, c'était un peu le Messi dans la MotoGP. Ouais. Tout le monde attendait un Français, donc Zarco est arrivé. Donc tout le monde disait, Zarco. Finalement, alors on va dire peut-être mauvais choix avec son manager. Alors, est-ce que son manager lui fait faire le mauvais choix en critiquant ouvertement Yamaha aussi? Donc, après, ils sont partis chez KTM, peut-être pour l'argent, on sait pas. Tu peux enlever le peut-être, je crois. Pour l'argent. Moi, j'attends le livre. Et finalement, Ouais. et finalement, Zarco est à la ramasse. On voit quelqu'un d'abattu qui fait peine à voir. Ouais. Et Quartararo tout sourire avec la Yamaha de Zarco de l'année dernière. Ouais. Mais bon, je pense que dans le cœur des Français, c'est peut-être un peu encore Zarco plutôt que Quartararo parce que c'était le premier Français arrivé, le premier. Donc c'est ça qui est un peu. T'étais avec nous? Ouais, je suis un peu avec vous. Ah. Putain, il y Non, avait quand même beaucoup de Quartararo. Hein. Moi, Ouais. j'ai trouvé que il y avait beaucoup moins de KTM que de Petronas dans le public. Non, mais je pense que souvent quand on fait les choses en premier, même si après on est moins bon et qu'il y a une autre personne qui prend la relève, Ouais. les gens ils se vendent toujours de la première personne qui a fait ça. Ah, puis il est déjà champion du monde, Zarco, surtout. Oui, ouais, aussi, Enfin, ouais. mine de rien. Double champion du monde. Ça, Et ça se respecte. par rapport aux goodies, il y avait un problème de contrat entre KTM et l'ancien. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que les gens avaient du mal à trouver des goodies KTM Zarco parce que je crois que ça c'était aide pas Daffy mais une marque comme ça de magasins français qui ont l'exclusivité des droits d'image de Zarco. Donc, Ah oui, c'est vrai. c'était C'est pas Maxès. Maxès, c'est ça. Maxès, ouais. Qui avait un petit souci. Mais il est encore logoté Red Bull, Zarco. Parce qu'on le voit toujours avec Ouais. Il y a Apparemment. encore du support Red Bull. encore du Red Bull. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, Steph, c'est que Quartararo, il y avait ce vent de fraîcheur. C'était
permanence la patate, le sourire, il est content. Bon, des fois il pleurait parce que forcément il vivait des émotions fortes, quoi. Mais... Oui, il était deuxième. Ouais, très d'émotion, très démonstratif. Alors que Zarco, très souvent visage fermé, donc ça donne moins envie. Mais il a toujours été, apparemment, moi, je le côtoie pas dans le paddock, un peu un pilote de ce type-là, un peu dans sa bulle. Donc, ouais. Mais ouais, les deux. Moi, si un des deux gagne l'année prochaine, ça me va. Hein. Je signe des deux mains. Alors il y en a un qui va en chier quand même pour gagner avec une. Parce que c'est pareil, après de mauvais choix, Yamaha, après on va chez KTM et puis là on va chez Avincia. Ouais. Mais même si c'est la Ducati officielle, en fait. mais bon, c'était ça ou alors Superbike. Je pense qu'il a dit ça au Moto 2. Dans l'idée, c'était faut rester dans le paddock des fois quoi. Et donc Avincia, why not, c'est un pis-aller. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris parce que pas très longtemps avant de signer chez eux, il a écarté ça un peu du revers de la main en disant c'est bon, il y a d'autres trucs Avincia, je vais chercher autre chose. Non, il y a eu une espèce de com comme ça. Enfin, les coms après, ça dépend ce qu'on fait des interviews prises entre deux camions, hein, mais à un moment, tu dis ça parce que t'en as fait? Pas du tout. Non, mais tu vois, si à un moment il est en train de remettre son cuir et puis un gars qui lui dit alors, ça avance avec Avincia, et il suffit qu'il dise non, enfin genre. Tout peut être monté en épingle. Ouais, il a pas dit qu'il y avait une testée de la merde. Heureusement. Pas encore. Ça rejoint autant on va dire qu'en course, bon après les premières courses on s'est vite lassé parce que c'est Marquez qui gagnait. Autant le feuilleton Zarco nous a tenu en haleine toute l'année entre son arrivée chez KTM. Moi je me souviens du premier reportage de lui sur Canal+, où le vigile il demande à Zarco pourquoi vous êtes là, vous avez pas le droit de rentrer, et lui il dit c'est moi le pilote. Déjà, mais en fait c'est ouf, avec le recul t'as l'impression que ça a donné le ton de toute sa saison chez KTM. Les déclarations que lui il a fait sans doute très maladroite et que ses team managers ou son boss ont fait aussi. En fait, en gros, ça n'a jamais marché, médiatiquement en tout cas. Et après, sur la piste. C'était lui l'élo, de toute façon, leur histoire. Hein. Je pense que déjà, une fois que les signés se disaient, même avant le début de la saison, que pourquoi j'ai fait ça. Tu penses qu'il s'est vraiment moi, je pense qu'il devait se dire. Parce que quand tu vois le résultat de KTM, il devait se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis c'est je t'ai bourré ce jour-là, c'est aussi le boulot du team manager de mettre ses pilotes en bonnes conditions, ce qui a absolument pas été le cas avec Zarco, quoi. C'est-à-dire que le gars. Ouais, mais son coéquipier était toujours dans le top 10. Ils ont mais c'est ça. Tu compares toujours les deux. Ouais, mais c'est là où il pointe quelque chose d'intéressant. C'est que Espargaro, il avait l'expérience de la moto. Quand t'as un nouveau qui arrive. Le champion du monde, Moto 2. Exactement. Quand t'es team manager, dans team manager, il y a manager et tu sais très bien qui il faut manager et qui. Et je pense que le Zarco, il a été un peu blessé aussi pour ça, quoi. Enfin, peut-être pas assez encadré, pas assez soutenu, pas assez. Oui, il nous aurait un petit côté Lorenzo sur les bords. S'il faut a fait ça par défaut. Parce que s'il faut. Mauvais feeling et il y a rien qui va sur la piste. S'il faut critiquer Yamaha, en début, quand il était chez Yamaha, ils ont trop critiqué Yamaha, donc Yamaha a dû dire, écoute, trouve-toi autre chose, on te re-signera jamais. Et donc peut-être par défaut il a trouvé KTM et finalement c'était peut-être un choix, un second choix. Juste pour finir là-dessus, si on se met à la place de Zarco, quand nous on commence une carrière pro dans une boîte et quand on commence en même temps qu'un autre collègue et que le mec pendant l'entretien, le manager nous a dit ce sera toi le boss et qu'au final on se rend compte que parce que une fois tu fais une erreur, il te fout au placard. Attends, tu poses ta dème quoi. Enfin, là-dessus Zarco on peut pas lui reprocher quoi. Alors bon, est-ce que c'est humain quoi, c'est la pure relation humaine et de la pure action humaine. Est-ce que en tant que champion, il aura peut-être pas pu essayer de réfléchir à plus long terme en se disant il faut que je donne une bonne image de moi pour pouvoir trouver un guidon l'année prochaine. Mais enfin voilà, il faut lui poser la question parce que mais il est pas là. Après il y avait l'intérêt. Les grèves aujourd'hui, il a pas pu. Il y avait en fait ça l'a pas aidé, il y avait les rumeurs de l'intérêt de Honda. Mais surtout pour moi, on a beaucoup parlé de Honda, mais c'était Suzuki que Felon a écarté du revers de la main en disant Suzuki ils ont pas voulu de nous il y a 2 ans, ils nous méritent pas. Mais pour moi Suzuki était la moto la plus proche de Yamaha et typiquement vu ce qu'a fait Rins cette année ou même Mir, c'était une moto faite pour Zarco quoi. Mais apparemment Zarco a été approché par le HRC. Bah oui, sinon il aurait pas remplacé Nakagami ça reste un double champion du monde Moto 2. Enfin, et donc ils ont refusé cette offre. Non, je crois qu'ils sur Canal disait c'est impossible de refuser une offre comme ça. Non, je crois qu'ils n'ont pas eu le temps de la faire. Je crois qu'ils étaient déjà signés chez KTM. Tu peux toujours trouver une clause. Une clause de quoi? De faire sauter pas de Red Bull.
Pour faire sauter un pré-contrat. Un contrat, c'est pour être cassé. Ouais, Red Bull, je pense que les juristes de Red Bull, ils doivent être taqués sur ça. S'ils cherchent un juriste, Zarco. On est déjà passé quasiment au chapitre des déceptions là dans notre affaire. Parce qu'il n'y avait pas tellement de points forts à part Marquez cette saison. Ouais. Niveau des déceptions, Olivier. Donc on était en train d'en parler. Oui, donc, la du coup, transition est toute trouvée, Zarco, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une déception de l'homme parce que le gars a son vécu et tout se respecte. Je pense que la déception, elle est plus dans le professionnel. On peut pas, quand on est professionnel à son niveau, balancer des phrases comme il a balancé devant les caméras de Canal. Ouais. Et même si t'as de la frustration, alors c'est pas facile, c'est facile à dire assis devant un micro dans un réfectoire, hein, mais dans un palace parisien. Dans un palace parisien, pardon. Oui. Ouais. T'as confondu. Dans le réfectoire, dans le réfectoire du Sofitel. Ouais, donc déception par rapport à son côté pro, en fait, plus. Mais encore une fois, il peut pas forcément grand-chose, mais c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en se regardant Cyril, c'est que le gars, il a pas pensé à l'année prochaine. Et si tu te dis la saison est foutue, bah tu te focuses sur l'année pro, tu te dis bon, il faut que je donne une bonne image de moi, que je suis là pour bosser, que je montre que je bosse, que je montre que je me plains pas, que je carbure. Putain, et il a craqué au bout de 4 courses, quoi. Ça, c'est l'image qu'il a montré quand il est arrivé chez LCR. Mais c'était trop tard. Mais c'est trop tard, ouais. Et finalement, cette image, il avait déjà chez Emma parce qu'on se souvient déjà de son manager qui critiquait tout le temps. Ouais, mais ça, c'est son manager. Ouais, mais ça, t'as un peu le binôme. Ah oui, bien sûr. Parce que le manager, il représente aussi un petit peu le pilote. C'est-à-dire quand le manager attaque une écurie ou dit un truc, c'est que le pilote qui a dit derrière, tiens, vas-y, mets un taquet, puisque je peux pas le mettre. Et là-dessus, c'est clair. Hein. Enfin, mais bon, ça, c'est pas nouveau que Félon a une mauvaise com. Hein. Enfin, pas une mauvaise com, mais a mal géré sa carrière. S'il faut, il a ruiné la carrière de Zarco. Bah, ruine. Enfin, après, ça rejoint. On verra cette année, mais quand même, si Chavincia il fait rien, je pense qu'on le verra plus. Hein. Ça reste un pilote en MotoGP. Faut ruiner une carrière. Anthony West a ruiné sa carrière. Oui. Ah. Ouais. Bah, il a fait une pavard de guidon pour 2020. Ouais, mais il aurait pu rouler en Moto 2 ou en Superbike. Enfin, je sais pas. Mais après, si on descend en Moto 2, Superbike, je pense pas qu'on revienne en Moto GP. Ça ne vous oublie après. Non, mais ça, on est d'accord. Mais je veux dire, il aurait quand même une place dans le paddock mondial, que ce soit. Donc, il y a pire que ça. Il y a d'autres pilotes. Luthi, ok, il est redescendu en Moto 2, il fait des résultats. Il sera jamais champion du monde MotoGP, Tom Luthi. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais après, est-ce qu'il a raté sa carrière? Pour l'instant, moi, je peux dire, si pour toi une carrière réussie, c'est gagner un titre mondial. Non, mais être là, être aux avant-postes, se battre. Voilà, Rins, pour l'instant, il fait une belle carrière. Et chez Suzuki, même s'il tombe, comme on a dit tout à l'heure, mais voilà, il fait une belle saison. Zarco, non. Il est plus là, quoi. Après, Zarco, il l'a redit il y a pas longtemps dans sa com. En fait, lui, il sera pas satisfait tant qu'il est pas champion du monde MotoGP. Il a encore dit que c'est à ça qu'il croit. Et c'est pour ça que chez KTM, ça a très vite tourné vinaigre. Il a su tout de suite que c'était pas une moto avec laquelle il serait champion du monde. Et tout de suite, il s'est découragé, à tort, sans doute. Ou en tout cas, il a donné une mauvaise image de lui, même s'il aurait dû faire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est ça. Je regarde les personnes les plus âgées. Tiens, vaut mieux que tu l'as. On se croirait dans un EHPAD. C'est notre auxiliaire de vie, là. C'est lui qui nous démange ce soir, en fait, gaffe. Bon, voilà, ça c'est Zarco. Bon, c'est un pilote qu'on aime tous, je pense, et qu'on aimerait voir devant. Voilà. Carrément. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de lui. Non, mais c'est ça, parce que si on en avait rien à foutre, on dirait c'est pas cool. Et après, il fera peut-être le mercenaire, genre sur une course, il va nous faire un truc. Peut-être sous la pluie, après. C'est qu'il est très fort sous la pluie. Sous la pluie, ça tire la route. Donc finalement, ça nous fait un intérêt de plus. Même si c'est une déception là, peut-être pour 2020, on va être un peu plus curieux. Du moins sur les premières courses, parce que si on voit que ça part en sucette. Le truc, c'est qu'il est honnêtement dans un team, un mauvais team. Après, il aura une bonne moto. Donc voilà, pourquoi après ta moto, si personne te la règle, ça restera toujours une mauvaise moto, même si elle est bonne au départ. Mais il vient avec son mécano. Il a pas dit qu'il venait avec son mécano chez il vient avec l'ancien mécano de Iannone, que Iannone avait chez Ducati, peut-être. Ouais. Non ouais, je crois. Là, il tente chez Ducati. Ça, ce sera l'épisode prochain sur 2020. C'est vrai, Toi, tu trouvais que Suzuki, c'était bof-bof?
Bah ouais, mais les arguments qui ont été présentés tout à l'heure m'ont convaincu. Ah, t'ont convaincu, d'accord. C'est vrai que j'avais pas capté, j'avais pas en tête qu'ils étaient, ils avaient pas de moto en satellite. C'est vrai que ça, à mon avis, c'est important. Ils sont quand même pas au niveau même des Yam. Hein. Mais il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose. C'est pour revenir peut-être un deuxième pilote. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est le festival des proverbes. Pierre, au niveau de tes déceptions alors. J'ai noté Marquez parce que bah oui. En fait, c'est pas vraiment Marquez qui m'a déçu, c'est du coup c'était la saison MotoGP qui m'a déçu. Ouais. Parce que effectivement au tout début de la saison on s'est dit un peu de bagarre, différents vainqueurs, c'est sympa, mais tous les 2 autres tiers de la saison c'était fini quoi. Et du coup la saison MotoGP était un peu longue, on savait que le dimanche Marquez gagnait sauf ou alors il tombait quoi. Grosso modo c'était ça. Il était deuxième. C'est pareil. Dans le sens c'est à tuer le championnat. Ouais, après il y a eu des belles bagarres avec Quarta. Il a pas volé ses victoires. Certaines bagarres quand même, tu savais que sur le dernier tiers de la saison, derrière il gérait la course. Ouais, c'est plus ça. Moi j'ai jamais senti où il était en danger pour son championnat. Donc pour le championnat MotoGP quoi. C'était toujours en maîtrise. Et quand il pouvait pas terminer premier, il terminait deuxième. Mais il n'y avait pas tant de bagarres que ça, à mon avis. C'est une fausse bagarre. Ouais, mais le premier tiers était quand même un peu plus intéressant qu'effectivement la fin de saison. Moi, je trouvais que en revoyant rapidement les courses, le premier tiers, il y avait des belles bastons. Ça s'est un petit peu atténué en fin de saison. Bon. On était à espérer qu'il fasse du motocross sur ses vacances, quoi. Non mais c'est malheureux, c'est pas que je lui souhaite ses premiers amours. Non mais c'est pas que je lui souhaite du malheur, mais s'il se pète un bras en faisant du motocross, t'as 5-6 courses à rater ou 3-4, je sais pas, juste pour que les autres grattent des points quoi. Genre allez-y les gars, c'est le lièvre et la tortue cette histoire en fait. Sauf que c'est quand même le lièvre qui gagne quoi. Le lièvre il s'arrête même pas en fait. Il a lu la fable de La Fontaine mais il a pas fait la pause pour dormir, il a tracé. Oh bah salut les gars. Tu voulais parler aussi un petit peu de Petrucci? Ouais, parce que c'était forcément une déception au vu de sa deuxième partie de saison. Lui-même l'a reconnu. D'ailleurs, à la présentation du CAT hier, il a dit j'ai pas d'objectif pour 2020, mais c'est de faire mieux qu'en 2019 quoi. Enfin, il se fixait pas d'objectif de gagner tant de nombre de courses, ou de finir 3e du championnat. Après, je pense qu'il a des objectifs de la part de ses patrons. Mais... non, clairement, c'était insuffisant avec la moto qu'il avait. Et puis, par rapport au parcours de Jack Miller en parallèle, qui est monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Donc, déçu. Ça reste un très bon pilote. Hein, et il finit 6e du championnat. Bon, voilà, il y a pire, mais... Oui, il y a pire. Mais bon, j'étais déçu de ça. Et je vais lancer un pavé dans la mare. Hein. Quoi? Rossi accuse son âge. Allez. Mais je dirais pas que. J'ai un demi-soutien là, pas mal. Pas que son âge. Parce que là, je connais déjà des tweetos qui vont m'insulter maintenant. Non, je pense qu'il a pas su changer sa façon de conduire par rapport aux autres. Ouais. Pour discuter avec des gens de chez Yamaha, pour le coup, il me disait que Rossi, en fait, il demandait, les gars de Yamaha demandaient à Rossi de changer un peu sa façon de conduire, parce que Marquez ou Quartararo, quand ils prennent de l'angle, en fait, ils restent pas très longtemps en fait en courbe. Ils se relèvent de suite, et Rossi, il arrive pas trop à faire ça, il abîme trop ses pneus. Et c'est ce qui lui vaudrait des résultats pas très bons. Mais putain, le gars, il finit 7ème du championnat à son âge. Je pense pas que ce soit une déception. Ouais, mais je pense qu'il a d'autres objectifs. C'est ça. C'est un champion, c'est parce que c'est l'orgueil du champion. C'est comme Zarco, les gars, ils sont sur la piste pour être premiers. Mais... J'ai pas dit que c'était un mauvais pilote et qu'il méritait pas sa place en MotoGP. Ce que je dis, c'est que je pense que tout le monde attend qu'il gagne au moins un niveau des courses. Et aujourd'hui, cette saison 2019, à part une fois, il a pas été en mesure de gagner la course aux États-Unis. C'est ça. Parce que en Argentine, il finit 2e et Marquez avait 20 secondes d'avance, donc ça compte pas. Après, oui, je te rejoins dans le sens où il y a un spectre entre, il y a une différence entre les attentes que le public porte encore en Rossi. C'est-à-dire, effectivement, s'il est là, ce serait bien qu'il en gagne encore une ou deux par saison. Mais comme tu dis, sur la saison, c'était compliqué. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'en début de saison, il était quand même là. Il était pas en mesure de gagner toutes les courses, mais il était aux avant-postes. Et au fil de la saison, ça s'est effiloché. Et la fin de saison, elle est quand même très compliquée. Et il est quand même à la bagarre avec Morbidelli, donc il est pas loin d'être le plus mauvais justement
pilote Yamaha, et c'est là peut-être où... des pieds dans le pied de chez Yamaha, Rossi en ce moment. Je sais pas. Ils ont encore un contrat donnant, ils vont dire qu'est-ce qu'on va faire de Rossi l'année prochaine. Concrètement, parce que Quartararo, il est devant Rossi. Oui, mais c'est là. Au classement à la régulière, à tout ce que tu veux. À vendre des casquettes aussi. Parce que Rossi, ils veulent déjà le placer chez Petronas dans 2 ans, donc c'est pour dire que voilà, ils vont pas renouveler son contrat, ils en veulent plus trop chez le team officiel. Après le garde pourquoi ? Parce qu'il vend des casquettes, il fait venir 30% de personnes dans le public, mais malheureusement sur la piste Rossi, je l'aime beaucoup, je suis fan de Rossi, mais putain, mais il fait 7ème du championnat. C'est pas beaucoup. Il est 7ème du championnat. Non, mais et Pierre qui aime bien châtie bien aussi, non? Moi, je suis content d'entendre. Je suis content d'entendre que je suis pas tout seul à dire pas du mal de Rossi, mais à dire, je pense que. Il faut savoir dire, faut savoir dire que c'est plus. Il est plus en capacité de jouer le championnat du monde. Pour aborder dans ce sens, c'est forcément une je déception. dis pas le contraire, mais c'était. Enfin, moi, ça me paraissait évident depuis 2 ans déjà. Par exemple, que Yamaha ils font des motos que pour le faire courir, mais quel intérêt derrière? Parce qu'ils gagnent pas des courses, ils les fait même pas progresser au championnat. Par exemple, là, je vais continuer de pas dire du bien de Rossi. Il est, oui, moi, mais parce que, comme je te disais, quand t'aimes bien quelqu'un, t'as des grandes attentes. Enfin, t'es obligé de faire le fan de base avec ta corne de brume et ta casquette que j'ai pas, mais, voilà, parce que, il y a quelques années, comme il gérait pas bien, ses qualifs et ses départs, ses qualifs, il partait 7ème et il remontait, dans les 3 premiers tours, il était dans les 3 premiers et ça bastonnait. Là, paradoxalement, il part peut-être, un peu mieux devant, dans les 2-3 premières lignes, et très vite il se retrouve dans le ventre mou à se bagarrer avec des seconds couteaux. Des seconds couteaux, si on compare par rapport au Fantastic Four, au Five du championnat, et le Rossi auquel on aime à penser, c'est pas celui-là. C'est pas le mec qui est content s'il fait 6. Peut-être qu'à l'époque il n'y avait pas de Marquez et Quartararo aussi en face de lui. C'est aussi ça le truc, possible. Mais bon, et quand même, pour finir sur une note plus positive, et je sais que tu aimes beaucoup les comparaisons que je fais, on est aussi sur du Federer, c'est-à-dire le mec à 38 piges, il est au niveau. Certes, il gagne pas, mais il est au niveau. Il gagne pas de grand chelem, mais il gagne des petits tournois. Voilà, c'est ça, il se fait des Masters 1000. Mais on peut en rajouter une couche. C'est une déception à partir du moment où il termine derrière une moto satellite. Carrément. Conduite par un rookie. Ouais. Après qu'il termine derrière son coéquipier, ça peut arriver à tout le monde. Ils ont la même moto, les mêmes. Non, mais ça avait déjà commencé avec Zarco chez Tech 3. Le fait aussi qu'à un moment ils ont dit pareil, est-ce de la com, est-ce que c'en est pas, le fait qu'ils avaient étudié les datas de Folger pour courir en Allemagne. Oui. Quand on est à étudier les datas de Folger, qui est bon, il a eu les problèmes qu'il a eu Folger, mais il avait fait une super course contre Marquez à ce Grand Prix là. Mais pourquoi d'ailleurs tu vas communiquer là-dessus? Ça a dit à tout le monde, on est en bad et on n'y arrive pas. Je sais pas. Pour l'image, moi comment je le reçois, c'est Tech 3 que j'aime beaucoup par ailleurs. Les Bleus sont en train d'aller piocher chez Tech 3 parce qu'ils n'y arrivent pas sinon. Est-ce qu'il faudrait pas demander au Japon c'est facile à dire, c'est des propos de pied de bistrot. Alors les gars, plutôt que de venir s'excuser en conférence de presse, vous faites une brêle, je sais pas. Mais sont l'impression que la moto de l'année d'avant chez Yamaha, oui, c'est le nouveau pilote, ça marche mieux que la moto officielle. De l'année en cours, et des pilotes confirmés. Pourquoi je fais le malin à tenser Yamaha, c'est que à chaque fois t'as l'impression que la N-1 va fonctionner mieux, peut-être parce qu'elle est plus aboutie, ok, mais ça veut dire que celle qu'ils amènent, il faut qu'ils attendent la fin de la saison pour qu'elle soit aboutie, mais dans ce cas-là c'est un cercle vicieux, j'arrive pas à capter. Ça fait 2-3 ans qu'ils nous font le coup, Yamaha, tu dis, mais... Et c'est rageant parce que tu dis, mais alors pareil, après il y a eu les psychodrames de la fourche carbone, je la mets pas, t'as Vignales qui a essayé. Ça a changé pas tant de choses que ça en fait. Et la double sortie de pot d'échappement aussi, c'était beau. Et le sticker, il a mis son sticker à l'envers, c'est pour ça, il a perdu 10 chevaux. Ouais, mais bon, Vignales fait quand même une fin de saison plutôt bonne. Mais Vignales a mieux performé que Rossi, c'est les chiffres qui le disent en plus. Il a gagné en Australie quand même. Il a fait quoi en Australie? Non, il était second, premier. Et il s'est gaufré. Et il chute tout seul. Oui. Il était deuxième. C'est quand il essayait de rattraper Marquez. Ouais. Ça, c'était magnifique. Ouais, mais... Et qui fait un beau win it or bin it. Et bim. Et bim, alors bin it. Tu voulais nous parler d'un autre Italien du coup? Ouais. Qui court chez Aprilia? Ganane, forcément. Ouais. C'est un peu le même parcours que Zarco. Il change de team, sans doute...
qu'il aurait pu rester chez Suzuki s'il avait eu des relations meilleures avec son team. Et il change de team par chez Aprilia, qui est pas une très très bonne moto malheureusement, mais il performe pas. Il a une fin de saison un peu meilleure. Il fait un top 6 en Australie, mais c'est tout quoi. C'est son meilleur résultat de la saison. Ouais. Il finit 16e au championnat, 43 points. C'est pas beaucoup, en sachant, même dans les années précédentes, les catégories inférieures, le talent qu'il a. Ouais. Après, on aime ou pas l'homme, c'est quelque chose. Non, mais il y a l'année, vous regardez ses courses en Moto 2 avec Marquez, c'est cadeau. Donc, oui. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais donc, forcément, une déception. Je pensais qu'il finirait vraiment plus proche de son coéquipier, voire même devant. Un peu comme Zarco et Paul Espargaro justement, mais non, ça l'a pas fait. Mais on peut quand même noter qu'il n'y a pas eu de drama, il n'y a pas eu de trucs qui sont sortis. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit Showtime encore comme l'année précédente, genre le mec il engueule de bois un jour sur deux. Il ramène sa meuf, ça plaît à personne. Mais non, là, tu ça peut-être aux Italiens. En début de saison, les essais de Sepang compromis parce qu'il s'est mis à injecter du botox dans les lèvres, tu sais. Ouais. Il n'y avait pas aussi une histoire avec la combi, je sais plus quoi, il avait pas pris la bonne taille de combi. Enfin, ça c'était une erreur technique. Il a eu sa combi qui lui pressait trop le bras. Donc c'est que le bras. Non, mais alors, peut-être qu'ils ont traduit par le bras. Dopage ou pas, on saura ou on saura pas, on s'en fout. Il s'est pas coulé lui-même en faisant n'importe quoi, visiblement, ou alors ça a été bien étouffé par Aprilia, mais tu vois, il n'y a pas eu des frasques en fait. Cette année, il a fait il y a eu 2-3 trucs sur Instagram quand même. C'était avec sa nouvelle copine. Non, mais je te parle des frasques. Ah bah oui. Non, mais je te parle des frasques au sens que ça frictionne parce que je sais que Suzuki, dans le team Suzuki, il y avait une ancienne légende qui l'avait allumé à maintes reprises. C'était René qui arrêtait pas de lui en mettre, mais tu vois, t'as quelqu'un intra-Suzuki avec une chemise bleue qui déclare dans les médias c'est un branleur ou je sais pas, plein de sales choses quoi. Il était pas aimé chez Suzuki. Il était pas aimé. Et là, chez Aprilia, au moins, il n'y a pas eu ça. Parce que les Italiens, ça reste entre eux. Un clan. Il aime bien. Des décérébrés entre eux, ils se Non, mais Biaggi, il est un peu. Enfin, on se fait que même en SBK, même en SBK, et ça faisait des étincelles avec sa team. Biaggi. Après, moi, c'est quelqu'un que j'arrive pas à aimer, mais en termes de compatibilité avec les autres humanoïdes, c'est pas facile, quoi. Mais j'aime bien Biaggi, en sens. T'es doué pour les enchaînements, hein. Pourquoi Parce qu'on va parler de Lorenzo, quand même. Parce que là, on va pas oublier la plus grosse déception de cette année, je pense que c'était Lorenzo. Ouais. Il allait chez Honda, qui est quand même le plus gros constructeur au vu du palmarès. Il partait pour avoir un Dream Team avec Marquez. Et voilà. Donc, même si personne n'aime Lorenzo, je pense, on est obligé de dire que c'est une déception pour le championnat. Il était censé faire quelque chose, quoi. Moi, j'en ai parlé. De toute façon, on en a parlé pour le GP de Valence. Voir un mec de son palmarès, de sa classe, partir comme ça sur une annonce le jeudi matin. Il va y avoir une conférence de presse avec Espelata. Tout le monde se dit bon bah voilà, c'est fini. Je trouve que c'est. Voilà. C'est indigne. C'est indigne. Ouais, mais c'est dégueulasse quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Après, tu peux pas non plus dire il a fait une bonne saison. Tu peux rien dire. Enfin, tu regardes ses résultats. C'est une saison catastrophique. En plus, il s'est blessé, donc tu peux pas vraiment juger. Mais il s'est pas adapté à la moto. La plus grosse déception, c'est ça, parce que. Ramener son salaire, oui, je suis d'accord. Ouais, hein. Avec son salaire, oui, je suis d'accord. C'est une grosse déception. Son salaire, quand même, il est quand même nettement moins payé que chez Ducati. Après, je sais plus combien il fait de points dans la saison, mais on est sur du 28 points. Mais c'est ce que tu disais, c'est surtout par rapport au bonhomme que c'est. Enfin, c'est en ça que c'est décevant. Ouais. Il finit 20e à Aragon. 20e. Bah oui. Enfin, non, mais là, mais c'était là où il finit à 1 minute et il dit bon, bah voilà, Philippe Island, je voudrais bien finir à 30 secondes. Ah, c'est pas possible quoi. Chez HRC, HRC, ça passe pas quoi. Bah oui. Et tu vois, moi, on a parlé, ce que je comprends pas, c'est pourquoi à ce moment-là, l'annonce du départ, elle doit être faite là quoi. Parce que dès ce moment-là, le team doit dire putain les gars, ça va pas. Hein. Mais est-ce que c'est pas comme en football quand un entraîneur sent qu'il est plus désiré par son équipe, par son PDG, l'entraîneur fait tout pour rester et se faire virer et avoir les indemnités de licenciement. Parce que s'il part de lui-même...
Parce que Lorenzo, depuis l'été, bon, il y a eu questionnement après sa grosse blessure, ce qui est normal, hein, bien sûr. Mais après être revenu de sa blessure, au bout de 2-3 courses, ce qui s'est pas dit, bon, bah là, s'ils veulent me virer, ils me payent l'année. Ils me payent mon année, et puis c'est fini. Et l'année qui reste en 2020, quoi. Ouais. Toi, tu le négocies avec le team. Hein. Ouais. Mais vu son salaire, peut-être que le team n'était pas prêt à. Ouais, mais là, c'est pareil, hein, il va y avoir un sacré bouquin à sortir. Hein. Bah, Lorenzo, toute sa vie, c'est. Bah, ça va être 43 volumes. Chez Yamaha, c'était cool quand même. Ouais, il y a avec Rossi. Il y a eu des petits dramas, mais bon. C'était pas. Non mais Lorenzo, je pense qu'il est convaincu d'être le Salieri de Mozart, quoi. C'est-à-dire qu'il est tombé sur la génération Rossi et il avait beau être champion du monde, tout le monde aimait que Rossi et personne entre guillemets l'aimait. C'est pas tant que personne l'aimait, c'est que personne n'avait rien à foutre de lui, mais juste parce que c'est un excellent pilote, mais je sais pas pourquoi ça accrochait pas. C'est comme quand t'as mis de l'huile, tu peux pas peindre. Je sais pas me l'expliquer parce que c'est un excellent pilote. Et comme lui, il est pas mal à l'ego et au retour d'amour, et je te dis, c'est Salieri Mozart. Tout le monde se souvient de Mozart. Ouais. Emballer ses pesées. Sauf que lui, en plus, s'est tapé Beethoven dans la foulée. Ah non, mais il n'y a pas eu de chance, quoi. C'est où les belles comparaisons, Scottie Pippen, Michael Jordan, tu vois. Bon, tu peux toujours dire, si t'es le deuxième derrière un Maboul, on se souvient que du Maboul comme Marquez. Dans quelques années, on parlera que de Marquez, oui, pas puis tous les autres. Tout le monde se souvient de Sepang 2015, Rossi, Marquez, de l'affaire. Mais au final, cette année-là, c'est Lorenzo qui a gagné. C'est entre Lorenzo et Rossi le titre. Ouais. Et c'est Lorenzo qui gagne. Donc ça n'aide pas à se faire aimer par les fans. Ouais, mais il partait de loin. S'il y avait eu ça, même en 2015, je pense qu'il a pas eu le retour. Alors là, pour une fois, je vais dire du bien de Lorenzo, il a pas eu le retour de popularité qu'il l'aurait mérité. Et comme il l'a mal pris, il a fait son Calimero pas mal, quoi. Donc ça n'a pas non plus aidé, quoi. C'est-à-dire, Stéphane, un avis sur Lorenzo? Voilà, quoi. Non mais ça résume. Dernier. Non mais Lorenzo, il était chez Ducati, il a pas fait grand chose. Apparemment ils ont changé un peu la selle, 2-3 bricoles. Ça a marché, donc on s'est dit Lorenzo va chez Honda, il va tout casser. Finalement il s'est cassé les vertèbres, hein, c'est tout. Non mais ce qui a dû aussi vachement jouer sur le fait qu'il fait pas sa deuxième année, c'est qu'il a dû comprendre que mentalement il était pas prêt à risquer de finir en chaise roulante, sachant qu'il performait pas. Et de ce point de vue-là, je trouve ça respectable aussi. C'est-à-dire que il a dû passer, comme beaucoup de pilotes d'ailleurs, à 2 doigts de plus marcher. Mais il a dû se dire, attends, j'y arrive pas, personne m'aime. On a connu Lorenzo qui se cassait le poignet le vendredi. Oui, mais là, il partait se faire opérer le dimanche et gagnait la course. Il y a de ça, mais il y a la notion de vertèbre. Bon, tu sais, mais ça fait penser aussi à ce Maboul de Crutchlow. Tu sais, il se fissure une vertèbre et puis comme c'est juste fissuré, il a le droit de courir, il court, tu vois, le dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des gars, peut-être j'ai l'impression que tout le plateau court avec des trucs cassés. Mais comme Lorenzo, peut-être s'est entendu dire qu'il a échappé belle, il a peut-être pas envie que sa prochaine chute soit la dernière, je sais pas. Ouais. On va passer aux petites remarques sur la catégorie. Olivier, donc on a déjà parlé un petit peu de Rossi. Mais par contre, tu voulais parler d'un nouveau circuit? Oui, du coup, peut-être que Rossi va gagner ce Grand Prix. Vu que c'est un nouveau circuit, il pourra peut-être surprendre tout le monde. Non, mais voilà, du coup, on n'est plus dans le débrief de la saison 2019, mais on empiète sur 2020. On empiète un peu sur 2020, mais ça va être intéressant de voir un nouveau circuit. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa. J'espère qu'il sera plus en état que la dernière fois qu'il y a eu des essais. Oui, parce que j'allais dire, les pilotes essayeurs n'étaient pas joasses. C'était un peu. J'espère qu'ils ont bien bossé cet hiver. On va dire mitigé. Ouais, il circuit un peu trop lent pour les MotoGP. Trop de virages sur tout un secteur apparemment. Et... Bon après. En même temps, c'est aussi un exercice. Hein. Attends qu'on est dans le BTP, ils ont resurfacé en plus. Silverstone, hein non le quota. Non, le quota, ils l'ont resurfacé. Pas Silverstone, non, le drainage. Ils l'ont déjà fait, ça. C'est... Oui, non, mais ils ont pris les mêmes machines. Ouais, donc il y aura 20 GP cette année. Donc on verra bien. Ça va être plus dur pour Rossi, du coup, vu qu'il y a une course de plus. Avec son déambulateur, tout ça. Du coup, ça en fait plus pour Marquez pour les gagner aussi. Ça permet d'enchaîner. Hein. Ouais, enchaîne. 20 GP, 20 raisons de se faire chier quand Marquez va gagner. Allez. Non, vraiment, mais est-ce que vous voyez même Ducati sur sa nouvelle moto, Fabio, on a tous
envie qu'il gagne, mais est-ce qu'il va réussir face à Marquez? Non, mais alors, je me suis fait la réflexion de ça sera peut-être encore plus excitant quand il y aura une vraie bagarre, parce que comme Stéphane, tu l'as dit, quand Marquez se battait avec Quarta, c'était des fois, je laisse se faire chier pendant 15 tours, je passe à 5 tours de la fin, il va me repasser, et je le repasse, et après il me voit plus. Enfin, il me voit plus, c'est pas 30 secondes dans la vue, mais c'est, je vais le niquer, en fait. Il le fait au métier, quoi. Bien qu'on ait l'impression qu'il sorte de la crèche tellement il a toujours l'air jeune, Marquez, c'est pas un perdreau, et il arrive à dire je passe à ce moment-là, on va peut-être se bastonner 1 ou 2 tours, et après en plus je gagne. Des fois, tu voyais qu'il accélérait pas trop, il laissait partir un peu le mec, et après hop, dernier virage, je te double. À mon avis, ils étaient à 1% de la limite, mais lui, ce pourcent-là, on a l'impression qu'il nage dedans. C'est je fais encore 1%. Reste un dixième. Par contre, on n'a pas parlé des ailerons qui nous ont vachement occupés en début d'année, puis au bout d'un moment, on n'en entend plus parler. Il y a eu les ailerons / la partie aérodynamique qui est en dessous de la roue. C'est ça dont je voulais parler. Tu parles de l'aileron qui en fait spoiler sous c'était pour refroidir le pneu, mais en fait c'était c'était pour il y avait un truc genre non, c'est pas du tout une aide aérodynamique, c'est pour la thermique du quelque chose. Ça trompait personne, ils se sont réunis en mode réunion intersyndicale, et après ça a fini en ils ont le droit. C'est bon, tout le monde là, ok, on peut tous le mettre. Et après ça, tout le monde a fini par le mettre. C'est ça. Mais c'est comme le fameux volant moteur extérieur. Alors ça, c'est pas du tout un problème de réglementation, mais tu sais, c'est en gros ce qui est censé occuper YAM cet hiver, c'est on va foutre le volant moteur à l'extérieur. Donc ça permet de plus changer les masses plus souvent pour adapter à chaque circuit, mais c'est pareil. Là, on est en train de parler du centième, du dernier centième. C'est pas le fameux moteur KTM qui leur fera gagner 1 seconde par tour. Il arrive quand celui-là? Bientôt. Soon. KTM qui a testé un châssis avec des tubes ovalisés. J'ai cru que tu allais dire un châssis classique. Non, pas un châssis. Ils ont tout de suite ouvert, ils ont dit regardez, il y a encore des tubes. Et quand ils en feront des moulets, ils les mouleront avec des formes de tubes. Non mais alors, il faut bien vendre des bécanes avec des châssis treillis. Moi je suis le premier à aimer les châssis treillis, les Ducat, c'est mon kiff, mais voilà. Et les catoches aussi, et celles que tu vois dans la rue quand c'est orange et que ça fait des arrières au feu rouge. Un petit super motard là. Bon, on a fait le tour de ce débrief saison 2019. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je réfléchis. Non, je suis impatient que ça commence là. Moi, je tiens plus. Avec tout le bien qu'on a dit de KTM, je veux bien s'ils ont un super mode 450 de piste à me filer. C'est mort. Non. Ok, tant pis. J'avais un petit mot à dire après. Camoulox. Non, mais on peut parler de Tito Rabat quand même. Non, rien à dire. Non, je fais ça. C'est vrai que c'est Karel Abraham. Tito. Karel fait sorti comme une merde parce qu'il fallait faire de la place. C'est fou. Aux Zarco. Oui, non, mais c'est ça en fait. Il va repartir en superbike. C'est vrai en plus, Rabat? Non. Non, comment il s'appelle? Abraham. Ah oui, il fait toujours Superbike, MotoGP, Superbike. Ah oui, ça dépend du compte en banque. Surtout que c'est assez rare qu'il y ait un pilote qui est prêt à payer pour son guidon, on n'en trouve pas. Mais cette année, en plus, les Tchèques ils sont pas en forme parce que Jakob Kortfil, on a appris que lui, il avait pas les fonds pour payer son guidon, et du coup, il se présenterait pas en Moto3 pour 2020. Qui était pas loin de la limite d'âge non plus, Kortfil en plus. Donc Grand Prix de République Tchèque sans Tchèque. Mais avec un chèque de papa. Pas mal. Coquin. Bon, sur ce, Olivier, on se dit à bientôt peut-être. À très bientôt, avec plaisir. Ouais. Steph. Pareil, avec plaisir. Avec plaisir, cool. Plein de gens qui veulent venir parler MotoGP. C'est clair. Pour remplacer mon vieux Schnock et mon jeune Sinoc. Le disciple dans Léonard Génie. Non, c'est qui se prend les enclumes sur la gueule. N'empêche que c'est grâce à lui qu'on a un toit sur au-dessus de la tête ce soir, il faut le rappeler. Merci Pierre. Merci Pierre pour l'accueil. Dans ton EHPAD. De rien. Il s'occupe bien des vieux. Et donc on va se retrouver pour le premier épisode qui va parler de la saison 2020. Le mois prochain. Ouais, le mois prochain, ça devrait être enregistré courant février. Et la petite annonce, c'est que la bécannerie, si pour ceux qui suivent le compte Twitter, ils ont vu qu'on avait reçu tout ce qu'il faut pour continuer les goodies l'année prochaine avec la bécannerie. Donc nous, on va produire évidemment les mêmes goodies de notre côté. Vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter, le compte Facebook, et puis c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Et le Discord.
Et le Discord. Ouais, le Discord, il est un peu en sommeil quand même. Là. Et ça sent vraiment que c'est la période de transition hivernale. Ça s'est réveillé un peu avec le Superbike hier, mais c'est doucement. J'ai eu l'impression que c'était un vieux forum. T'as posté une photo de Ducati, ça a réveillé tout le monde. Tout le monde a dit Puis après, on s'est rendu compte qu'on parlait juste d'une livrée, d'une moto. Et on s'est dit, regarde, c'est gris. Non, c'est chrome. Non, c'est gris. Le logo, il est pourri. Ça nous manque. Hein. C'est-à-dire que le forum Discord, il ressemble à un Skyblog en fait. C'est les vieux trucs où il y a l'étoile d'araignée qui vient pouf après. Des fois, ça se réveille. Non, mais ça se réveille avec la saison. C'est cool en pleine saison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est en fonction de la saison. Et en fonction de l'actualité. Oui. Déjà, les Superbikes ont repris les essais, donc on va bientôt y avoir les essais. Un petit peu de grain à moudre. Ouais, bientôt les essais à Sepang. Et puis bientôt le Qatar. Ouais, par contre, on va toujours rabâcher que les essais ça veut rien dire. Non mais tu sais, même si Quarta met 20 secondes à tout le monde, ce qui sera pas le cas, on va dire ouais mais les essais ça veut rien dire. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est ça. Sauf quand toi t'es pas payé. Les moteurs ils doivent être scellés quand après les essais du Qatar. Non, oui. Après le Qatar. Juste avant le Grand Prix. Avant la FP1 du Qatar. Voilà. Donc oui, effectivement, les essais de Sepang et du Qatar, faut attendre de voir la première course pour. De toute façon, comme on l'a dit, la première course, ça va déjà être déterminant pour voir un petit peu l'état de forme de tout le monde. Qui a la tête dans le sac et qui est là. Puis de toute façon, il va y avoir plein de guidons à signer pour 2021. Ça va être la valse. J'espère que ça va pas être encore trop tôt comme d'hab, parce que ce qui fait braire, c'est que les signatures ça va être trop tôt comme d'hab, puisque on en parle déjà. Donc. Non mais voilà, moi dès l'Autriche, on en parlera. C'est pas parce que ça. Dès le Qatar. Non mais t'as l'impression que c'est vraiment ça veut plus rien dire. C'est-à-dire que ça se base pas sur les perfs de l'année en cours. Ça va beaucoup se base sur baser, qui sera le premier à lever le doigt. C'est un pari sur l'avenir, Oui, ça va beaucoup se baser aussi sur ce que fait Dovi, Crutchlow et Rossi. Est-ce qu'il y a un des trois ou les trois prennent leur retraite à la fin de tu parles d'un appel d'air en fait qui fait que ça c'est sûr. Ça va, s'il y en a qui prennent leur retraite, ça va avoir des chaises musicales. Sinon, si Rossi, Dovi et Crutchlow sécurisent leur contrat, avec déjà les nouveaux qui arrivent cette année de Moto 2, ça va être... Aussi chez MH, je pense, la dernière année chez les officiels. Chez l'officiel, on parle beaucoup de sa supposée influence. Mais aussi son influence vraiment chez Yamaha Factory. Alors, est-ce qu'il y en a une ou pas je sais pas. On verra, de toute façon, quand on a vu le bordel qu'a déclenché le départ de Lorenzo, on a vu Zarco annoncer dans toutes les teams quasiment en Auto 3, presque. C'était bon. Donc on verra bien. Ouais. Merci beaucoup à tous. Salut à tous. Et puis à bientôt. Ciao. Pour être poli. Oui, c'est ça. L'anaconda. Non mais pas l'anaconda quand même. Tu fais pas l'anaconda. Non mais plus sérieusement, en fait, il y a c'est les anabolisants. C'est pas malgré l'épisode